on était un peu le PES des Jeux Olympiques, quoi. Et- C'est-à-dire qu'il fallait pas avoir les licences, quoi. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Cette semaine, c'est Jérémy Saint, auteur de L'Esprit Coubertin, qui est notre invité. Bonjour Jérémy, comment vous allez? Bonjour, ça va bien, ça va bien. C'était une semaine un peu stressante, semaine de sortie. Un peu sportive? Sportive, exactement, ouais. Et, non, c'était la première fois que je sortais un film de ma vie, donc ouais, c'est dense. Bah oui, alors que cette année 2024 est marquée par les JO de Paris. Votre premier film, L'Esprit Coubertin, est donc sorti le 8 mai dernier, soit le jour de l'arrivée de la flamme olympique en France. On est d'accord, tout est calculé. Alors, rien n'a été calculé, c'est moi qui ai appris au distributeur qu'on sortait le jour de l'arrivée de la flamme. Voilà, parce qu'en fait, on n'a rien calculé. Non, j'ai développé le film, enfin, je développe le film depuis assez longtemps, depuis 2017. Ça a beaucoup bougé, ça a toujours été évidemment aux Jeux Olympiques. C'était avant l'attribution des Jeux à Paris. Et après, pendant le Covid, j'ai eu l'idée de, on va dire, rationaliser un peu les choses et de rapatrier le film en France. Au début, le film était un film qui se passait aux, aux Jeux Olympiques en 2032 ou 2036 dans un Ok, émirat au Qatar. d'accord. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu repartir sur Paris? C'est parce que donc les Jeux Olympiques avaient été attribués à Paris entre-temps, et donc c'était pas plus mal de placer ça en France? Disons que j'ai mis du temps à le rapatrier parce que j'étais très attaché à l'idée du désert autour du village. Et après, je me suis aussi rendu compte que peut-être que parler d'un contexte de réalité français que je maîtrise et que je connais était peut-être plus intéressant pour moi pour on va dire, mieux charger satiriquement le film. Ouais, je comprends. Donc L'Esprit Coubertin, c'est votre premier long métrage, vous l'avez dit. Vous faites le choix dans ce film de vous intéresser à une discipline peu connue et très peu représentée à l'écran, le tir sportif. Pourquoi ce choix-là aussi? Alors déjà, parce que c'est peu connu et que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a du tir au JO, donc ça met le personnage dans une forme d'anonymat dont il sort de fait puisqu'il est la dernière chance de médaille. Donc ça, dramaturgiquement, ça me paraissait intéressant. Et par ailleurs, il me fallait une discipline individuelle de soliste. Et aussi, le tir renvoie à une imagerie de cinéma, une esthétique de cinéma assez évidente, du western, Mhm. de Robin des Bois, etc. On n'en a pas encore parlé non plus, mais votre film, on va le catégoriser comme une comédie. C'est logique au vu de votre appétence pour le genre, puisque vous êtes notamment le réalisateur aussi, vous êtes réalisateur sur la série Parlement. Mais est-ce que vous êtes posé de la question du genre du film pour votre première réalisation? Est-ce que c'était quand même couru d'avance pourvu que ça soit une comédie? Oui, en fait, le curseur, c'était plutôt le niveau d'absurdité du film. Est-ce que j'allais vers une comédie, on va dire grand public, ou une comédie auteur plus absurde? Et le curseur est allé, on va dire, il y a eu des mouvements évidemment. On est parti de très très absurde et on est arrivé à quelque chose de un peu plus grand public qui reste quand même une comédie d'auteur. Ouais, et comment vous avez géré du coup ce degré-là? C'est vraiment au moment de l'écriture, ou c'est aussi sur le tournage ou au montage? Bon, sur le tournage, j'ai l'impression qu'on finalement on a plutôt transformé avec l'incarnation via les acteurs, mais c'est assez proche de ce que je m'étais figuré. Non, c'est vraiment l'écriture, la tonalité, comment on travaille sur le ton, par le casting aussi. Par la suite, quand je prends Dava, je sais que je donne la note Dava, donc c'est les deux journalistes Mhm. qui font un peu le cœur antique du film, qui rythment temporellement le film. Je sais que je donne la note un peu et que donc je suis sur une comédie du non-sens un peu plus, voilà. Très bien. Et on est surpris du coup quand on voit votre film par le ton déployé. Comment vous qualifieriez votre façon de faire de la comédie? De la comédie anxieuse. Une comédie anxieuse, c'est vrai que ça colle bien du coup à votre personnage. C'est une comédie de l'anxiété. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je le définis. Je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie, donc je pense que même si j'essaye on va dire, de le nuancer dans mon écriture, ça infuse et voilà. Puis enfin, je crois que le terme a été pas mal. En tout cas, j'ai vu ça, pas mal de commentaires sur Letterboxd Hmm. qui disaient ça, que le film est très cringe. Et, euh, euh, et voilà, je crois que c'est un type d'humour qui me plaît beaucoup.
J'aime la série par exemple The Last Man on Earth Ouais, de Will Forte. J'aime également I Think You Should Live, la mini-série de, j'oublie toujours son nom, de Robinson sur Netflix. ok. Euh, donc voilà, c'est un type d'humour qui me plaît beaucoup. Bah, votre film donc est très drôle. Moi j'ai beaucoup ri. On sent beaucoup de Merci. spontanéité aussi. Est-ce qu'il y a, il y a une part d'improvisation aussi dans ce film-là ou on est resté collé très au texte? Je dirais qu'en fait, moi j'ai tendance à travailler avec beaucoup de lectures en amont et ça a tendance à réduire le champ de l'improvisation, Hmm. puisque dès la lecture, dès les lectures avec les comédiens, on va dire, patinent un peu les dialogues, etc. Donc on perd enfin on perd. La spontanéité, on va dire, on la fixe un peu sur les dialogues. Euh, non, il y a peu d'impro, il y a des petites choses comme ça, physiques plutôt du côté de Benjamin ou d'Emmanuel. Mais sur les dialogues, je crois qu'on devrait pouvoir regarder le film et voir les mêmes dialogues retranscrits quasiment directement. Il faudrait comparer, j'ai une version de scénario, on pourrait faire ça. Ouais, on va comparer en lisant le scénario et en mettant play sur le Il y a film. peu de, voilà, je crois qu'il y a peu de variations, enfin, il y a peu de variations. Il y a Alors des coupes. le personnage principal du film, donc Paul le shérif, entre en parfaite contradiction avec l'esprit Coubertin, notamment par sa tagline qui répète plusieurs fois "On vient, on gagne, on s'en va", qui rappelle un peu le Veni Vidi Vici. Comment vous avez construit ce personnage qui prend de plus en plus de distance avec son formatage au contact du personnage de Jacob? Alors, moi, l'enjeu que je m'étais posé, c'est de partir du personnage le plus antipathique et le plus lointain du spectateur possible. C'est-à-dire qu'il est une sorte d'enfant de 8 ans, sans surmoi. Donc, sans surmoi, ça veut dire qu'il va faire des sorties racistes, qu'il Hmm. est socialement très très nul, et essayer de le faire évoluer dans une forme de coming of age un peu simple sur quelques jours vers une forme de curiosité ou d'ouverture d'esprit. Et c'est au contact de Jacob. Mais c'est un film qui, en fait, en tout cas, la mécanique, elle est plus du côté de la fraternité que de la bromance, par exemple. Hmm. On n'est pas dans le récit initiatique de la bromance ou l'histoire d'amour camouflée. On est vraiment, pour moi, dans un film de fraternité où tout d'un coup, l'autre, son corps, sa voix, comment dire, sa singularité finit par toucher le personnage qui est plutôt un personnage en bulle au début, quoi. Ouais. Complètement fait. Dans la bromance, en plus, je trouve qu'il y a une espèce une logique d'égalité entre les deux personnages, alors que là, effectivement, vous avez un personnage qui apprend énormément de l'autre, quoi. Oui, et l'autre n'apprend. Moi, ça aurait été terrible si tout d'un coup le film était oh, on échange nos cultures et Oui, oui. regarde comme. J'aurais trouvé ça complètement crétin. En fait, juste Jacob est un personnage absolument normal. Il est dans une situation donnée où on lui propose de passer une semaine à faire la fête, sortir avec des filles. Enfin voilà, il y a un truc très normal à être dans cette situation. Et c'est tout l'ensemble des autres personnages qui sont dans une forme d'absurdité. Bon, Donc c'était rigolo de prendre le mec du bout du monde et de dire bah, c'est lui l'agent de normalité du film. ouais. Bon, on va parler de ces personnages et des acteurs et actrices qui les interprètent. Comment vous avez casté du coup Benjamin Voisin dans ce rôle, complètement méconnaissable dans le film et à des années-lumière des rôles qu'il joue d'habitude? Bah, Benjamin, déjà, est quelqu'un d'extrêmement audacieux. Donc, je savais que, vous savez, il y a des systèmes de liste un peu chez les acteurs. Donc, on ne caste pas réellement des acteurs de cette trempe-là. Il y a une liste A où, en fait, les gens, on leur propose le projet, ils disent oui ou non Hmm. et ils passent pas d'essai. Donc, de cette liste A, Benjamin est celui qui est ressorti. On a eu une discussion hyper intéressante et je me suis dit, après, je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais il est vraiment très, très, très beau, ce mec. C'est pas le mec le plus facile à amochir. Et on l'avait jamais vu amochi dans quelques films que ce soit, même dans le film de Téchiné, alors qu'il est on va dire, polytraumatisé, Hmm. il reste très beau. Mais il a cette audace et il a cette capacité à se changer et à essayer de faire plus. Il a pour modèle Joaquin Phoenix, donc il a envie Hmm. de disparaître sous le. Sous le personnage. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper noble. C'est très rare en France. C'est des propositions qui d'ailleurs sont un peu casse-gueule, hein, parce qu'en fait, on le fait peu et les réceptions des spectateurs à cet endroit sont parfois un peu mitigées, hein. Il y a des gens qui moi, j'ai eu des exemples en avant-première de gens qui vraiment ne peuvent pas recevoir le film, notamment
à cause de la performance de Benjamin qui le change trop, quoi. Qui Ouais, est trop, on le qui est reconnaît pas, quoi. Voilà, exactement. Et puis j'imagine les gens qui vont le voir, qui vont voir un film parce qu'ils sont fans de Benjamin, waouh, ça doit être un peu déroutant. Mais il y a peu d'acteurs en France qui ont cette, on va dire, cette envie de se mettre en danger à ce niveau-là. Et parce que je veux dire, si je prends l'exemple de Raphaël Quenard, on voit exactement le film qu'il aurait fait, Raphaël Quenard, Mhm. avec un acteur. Et alors que Benjamin, il a tiré le film vraiment vers des choses, d'un endroit où même moi, je ne savais pas qu'on pouvait aller, quoi. Et- Emmanuel, bah pardon, oui, Oui, dis-moi. non, je veux juste sur Benjamin, toujours son look aussi, cheveux plaqués, bouc, lunettes. Est-ce que du coup il était déjà là dans le scénario ou c'est parce que c'était Benjamin Voisin et qu'il était très beau comme vous dites, bah vous avez dû Alors, trouver des choses pour le changer, quoi. alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il enchaînait un autre film pour lequel il ne pouvait pas couper trop court ses cheveux. Donc, on a trouvé cette espèce de coupe à la Jack Grealish, le joueur Ouais, de Manchester City ou Maxence Cacré. Ce bout qui est la seule chose qui rend sa bouche moche, parce que il a la bouche de Gisèle Bündchen, Benjamin, vraiment, et c'est terrible. Et un grand sourire, quoi. Donc, on a fait ça. On pouvait pas couper les cheveux trop courts, donc on a fait des pattes très, très, très courtes, qui est souvent très naze. Et les lunettes, en fait, ne suffisent pas à le rendre moche. Donc, il fait un regard un peu en dessous. En fait, sa ligne de regard est un tout petit peu plus haute que sa paupière, que d'habitude, on va dire. Et à l'occasion, je pourrais vous envoyer des bouts de rush. Mais au coupé, on retrouve son regard beau. ok. Il joue un regard moche, quoi. Ok, Euh, ouais. C'est vraiment quand donc, la caméra elle se lance et tout. ouais, ouais. Il sourit et tout d'un coup, on le Ouais. retrouve en une seconde. Donc, il a quand même ce truc de travail corporel. Il a beaucoup parlé dans la presse de son travail sur la girafe, donc ce cou raide et Hmm. long, Ouais. et, euh, et ce côté en fait où la tête guide tout. Enfin, c'est quelqu'un qui marche et c'est toujours sa tête qui fait le premier déplacement, quoi. Donc on a travaillé pas mal sur le corps, on a fait plusieurs lectures, puis il est venu chez moi, on a travaillé le corps. Alors c'est bizarre, mais voilà, je lui montrais une démarche, il la reprenait, on travaillait comme ça, quoi. Et puis après on a fait des lectures. Et, et voilà, et Benjamin a tout donné. Enfin, le tournage est très court, hein. En fait, c'est un film qui a coûté assez peu d'argent. Hmm. Et on a tourné en 23 jours, donc Ok. c'est très rapide. Et il a vraiment tout donné pendant 23 jours. Il était de tous les plans. Je veux dire, il est sorti du film qu'à la fête de fin de tournage, quoi. Ouais, mais on sent même dans votre mise en scène que c'est un personnage qui est aussi complètement en décalage avec le décor, avec les gens qui l'entourent, et ça marche aussi avec cette démarche-là qu'il a dans le film. Et je trouve que c'est un des grands points forts du film aussi. Et il s'est entraîné aussi pour les séquences de tir, même si elles sont peu nombreuses au final, mais il a eu un entraînement sur ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en contact avec la Fédé de tir pendant longtemps, puis ils n'ont pas aimé le synopsis. Donc, moi, j'ai commencé à faire des formations de mon côté, puis avec le chef op, on est venu plusieurs fois dans un centre olympique à Talence. Donc, on a travaillé, et puis tout d'un coup, eux ont eu une espèce de fin de non-recevoir sur le film. Donc, on n'a pas particulièrement bataillé après, mais Benjamin est allé plusieurs fois à Malakoff s'entraîner undercover un peu. Donc, il est allé s'entraîner 2 fois. Par ailleurs, on avait un armurier qui est un ancien tireur à 25 mètres, tireur Ok. vitesse, qui avait un espèce de rôle De coach. de, ouais, de coach et d'expert. Il avait même le droit de couper, par exemple, une prise. Je lui disais, Léopold, si tu vois que ça va pas, que la position du bras n'est pas bonne, etc., il faut couper parce que moi, j'avais qu'un souci, c'est que déjà, le film est hyper particulier, l'humour est singulier. Si en plus on n'est pas précis sur la discipline qu'on montre, alors là, on se trompe. Hmm. Je pense que là, on se trompait complètement. Donc, il y avait cette idée, le mec, il faut quand même montrer que c'est un Mozart du tir. Et donc, on a quand même beaucoup travaillé. Moi, j'ai regardé un peu sur YouTube la manière de mettre en scène, de réaliser plutôt les championnats de tir. Mhm. C'est pas très, très folichon. Donc, on a trouvé voilà, bah, dans l'imagerie du western, des choses qui ont rendu à la fois une précision de mise en scène et une précision dans l'incarnation de la discipline.
Et du coup, le petit tacle au début d'Emmanuel Berco par rapport à la Fédération française, est-ce que ça vient de ça ou... Non, c'était déjà dans le scénario. Oui, c'était au scénario. Ouais, ok. Non, en vrai, c'est un truc de dramaturgie aussi, c'est-à-dire que c'est important de la montrer comme quelqu'un de revancharde et qui s'invente une hostilité en permanence. Ouais. C'était ça, sa caractérisation principale. Notamment quand elle évoque ses souvenirs, elle est toujours dans une espèce de frustration. Elle dit, ah, et tu m'aurais vu à mes premiers championnats de France. Enfin, elle vit dans le passé et dans une forme d'hostilité. Ouais. Donc, Ben voilà. alors, malgré d'ailleurs ces quelques expériences dans la comédie, bah, on est quand même surpris de voir Emmanuel Berco qui est pas du tout connu non plus pour ce genre-là de film en général. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'amener dans votre univers? Je trouve que c'est en France l'actrice la plus forte. Pour moi, Emmanuel, c'est vraiment l'actrice la plus polymorphe. Elle a un rythme incroyable. D'ailleurs, enfin, je trouve que c'est pas étonnant que Hugo Benamozig et David Caligari soient allés la chercher pour Sentinelle. Je veux dire, elle a cette espèce de rythme incroyable et elle est au premier degré tout le temps, ce qui est très important parce que je pense que le film ce qui est parfois un peu déroutant, mon film est très au premier degré. Et il faut que les gens qui sont dans le film y croient, à bloc. Il y a quelque chose pour que ça marche, à mon sens, cette idiotie, il faut être très au premier degré. Et Emmanuelle, elle ne sait pas commenter ce qu'elle fait. Elle est toujours au premier degré. Donc c'était hyper important pour moi. Moi, j'étais tellement honoré déjà qu'elle accepte de lire, puis qu'elle accepte de me rencontrer, puis qu'elle accepte de faire le film. Je trouve que c'est elle aussi quelqu'un de très audacieux, même la manière qu'elle a de se changer, de faire cette coupe de cheveux, qui est quand même la coupe de cheveux de Sean Paul. Donc, c'était un ancien champion de natation, de water-polo. Sean Paul? Il a failli faire les JO. Non, c'est vrai? Ouais, en water-polo avec l'équipe de Jamaïque. Je ne sais pas s'il a fait les JO, je crois pas. Mais il était très très fort en water-polo. Comme quoi. Bah, surprenant, j'apprends un truc sur Sean Paul. Et pour Jason Statham, ça vous le saviez, qui était sauteur ça, je le savais, bien sûr. Oui. Okay. Il n'y a pas beaucoup, de sportifs de haut niveau. Il y a Johnny Weissmuller qui jouait Tarzan dans les années 50, qui a fait les JO je crois qu'il a fait les JO de 36 à Munich. Et c'est tout, je pense. Je réfléchis. Pardon, Anya Taylor-Joy. Ah non, pardon, excusez-moi. L'actrice de It Follows était une sportive de haut niveau. Son nom me. Bon, Vinnie Jones aussi. Vinnie Jones, c'est chez Guy Ritchie. Joueur de foot, ouais. Joueur de foot, oui, Eric Cantona aussi. Ouais, bien sûr. Bon, bah, finalement, ils sont nombreux. Non, mais c'est vrai que on va dire la physicalité des sportifs est intéressante pour la caméra. Donc, un mec comme Vinnie Jones, oui, il joue le fléau dans X-Men. C'est ça? Ah oui, peut-être, effectivement. Moi, c'est vrai que je le connais plus pour ses rôles chez Guy Ritchie où il fait tout le temps des gangsters. Oui, voilà, mais... C'est vrai, pardon. Mais je suis assez nul en film de super-héros, donc voilà. Mais vous aviez l'info que Sean Paul était joueur de water-polo et pour ça, je vous pardonne. Dans le rôle de Jacob, on retrouve Rivaldo Pawawi. Même question, vous l'avez casté comment, lui? Alors Rivaldo, on a fait donc ce qu'on appelle du casting sauvage, c'est-à-dire on a lancé un peu des bouteilles à la mer dans les différentes diasporas, d'abord polynésiennes, mélanésiennes, puis on a étendu un peu parce qu'on se disait ça va pas être super simple de trouver un mec du Vanuatu. Et Rivaldo est arrivé comme une espèce de miracle, c'est-à-dire que moi j'arrive chez la directrice de casting, il vient de passer son essai, je viens pour voir un autre acteur. Et je le vois et je me dis waouh, mais déjà physiquement il est incroyable. Il est de Lifu, qui est une île à 300 km de Vanuatu, donc c'est le même gentilé. Et pour moi c'était très important d'avoir quelqu'un qui a traversé une histoire assez commune malgré tout, l'île de Lifu en Nouvelle-Calédonie, et a les mêmes problématiques que les îles de Vanuataises, c'est-à-dire montée des eaux et un passé colonial particulier. Et donc ça faisait sens. Donc avec Rivaldo, on a réécrit aussi. Et le personnage était beaucoup plus alcoolisé. Et il m'a dit non, je suis pas à l'aise avec ça. Voilà, il y a des problématiques d'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie parfois. En tout cas de santé publique, et il m'a dit je suis pas à l'aise avec ça. Je dis pas de problème, on allège, etc. Et en fait il a pris le perso aussi.
le perso était plus rondouillard. C'était plus un grand gros Ok. que un grand maigre. Voilà. Ok, Enfin, qui un maigre, a un son peu gros. physique. Et Plutôt athlétique. on connaît un petit peu, bon là c'est une question un peu rigolote, mais on connaît un peu le passé de sa mère dans le film, on entend parler d'elle, mais son père on ne le connaît pas. Est-ce que c'est parce que c'est le fils caché de Jacques Chirac du coup? Ah, merci d'avoir compris, oui. Ok, Alors, c'est un easter egg. Vraiment, c'est un easter egg. Moi, j'ai pas tranché la question. Mais il s'appelle Jacob. Il est très grand. Il aime bien les femmes. Et voilà. Et sa mère a... Enfin, il y a une photo qui témoigne d'un ouais. rapprochement avec Jacques Chirac. Chacun en tient... Enfin, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Moi, j'ai pas tranché. Je laisse les gens se trancher. Mais je juge le spectateur qui s'est posé la question. Bon, très bien. Moi, je fais des films pour les spectateurs qui ont le sens du détail. Ouais. D'où les bandeaux, d'où beaucoup de Ouais, petits détails ouais, dans. ouais. Ah oui, mais c'est vrai que ces scènes avec les bandeaux donc sur les JT, ça donne il y a un côté de on a envie de revoir le film aussi puisque moi c'est vrai que pendant la séance, j'étais en train de lire en fait finalement que les bandeaux parce que je savais qu'il allait y avoir des conneries dedans quoi. Ouais. Mais c'est inspiré de SimCity 4. Vous voyez SimCity 4, le jeu Le jeu, ouais. le City Builder. Ouais. Ouais, il y a tout un fil d'infos comme ça avec des lignes absurdes. Ouais. Et c'est un peu ce type d'humour-là, c'est-à-dire que moi, je voulais pas copier non plus complètement les lignes d'infos des JT. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus bizarre et absurde. Hmm. Donc, ça a été ça l'inspiration principale sur le ton. Mais c'est souvent en plus dans ces détails-là où on peut pousser le curseur de l'absurde à fond aussi. Exactement. Et tout le monde me parle de ça, donc j'ai l'impression que les gens ont plus regardé les bandeaux que les scènes avec Davas, qui est quand Ah même bon, dommage. Parce que... on les entend tout ça quand même, on rigole aussi de ça. Juste pour finir sur le personnage de Jacob, moi son personnage de nageur, il me rappelle forcément cet épisode très connu des Jeux Olympiques de Sydney en 2000 avec ce nageur de Guinée équatoriale qui a incarné clairement la devise de Coubertin, hein, l'important c'est de participer. Est-ce que c'était une source d'inspiration pour ce personnage? Évidemment, Eric Moussambani, c'est quelque chose qui m'a inspiré. C'est à la fois, en fait, je trouve que c'est un peu, pour prendre une expression d'une amie à moi que j'aime beaucoup, qui joue dans le Parlement, Georges Ascalier, elle dit c'est un bonbon à la merde. C'est-à-dire que je trouve que c'est resté comme une image assez belle, mais c'est une Ouais. grande image de moterie aussi. Oui, oui, bah, quand on active les commentaires de cette image, Exactement. à l'époque, Il y a une pureté dans l'image, il y a une pureté esthétique dans l'image sans le son, et avec le son, il y a quelque chose de très violent. Et c'est un peu ce que j'ai voulu rejouer dans cette séquence où, alors je spoil un peu le film, où tout le monde se noie, enfin où Benjamin et Rivaldo se noient dans la piscine et tout le monde applaudit. Et je trouve qu'il y avait quelque chose comme ça du désastre sous les vivas, sous les bravos. Et chez Moussambani, il y a quelque chose dans l'image de Eric Moussambani, il y a quelque chose de profondément postcolonial dans l'image. Donc ça ouais. m'intéressait de traverser le film de ça. Bon, Et évidemment que ça m'a inspiré. Mais il y a aussi ce truc un peu du cliché de l'Africain qui sait pas nager alors que Jacob est de Mélanésie et que de fait c'est hmm, des peuples on va dire côtiers. ouais. La plupart pas côtiers, les pauvres là maintenant c'est genre ils ont l'eau chez eux quoi. Ouais. Donc un rapport à la mer très différent. D'ailleurs, pour des questions d'argent, le film était d'abord, c'était un nageur en eau libre. Il devait nager dans la Marne. D'accord. Bon, vous savez comment c'est, l'argent s'en va Ouais. plus. Plus compliqué, donc bon, piscine au moins. Piscine, et puis les gens après sur Allociné disent que ça ressemble pas à une vraie piscine. Donc voilà. Ah, on reviendra d'ailleurs sur l'aspect représentation des JO, tout ça, mais je voudrais finir sur le casting. On retrouve aussi donc Grégoire Ludig, Laura Felpin et Horatica dans le rôle de la ministre pour cette dernière. Comment s'est passé aussi leur casting de ces acteurs qu'on connaît un peu plus aussi? Alors Laura est venue pour le casting de la journaliste et elle m'a tellement plu que j'ai changé le personnage pour elle. C'est-à-dire Ok. que c'était un personnage masculin et que j'ai dit ah ça serait drôle qu'il s'appelait Serge je crois et ça serait drôle que ce soit qu'elle s'appelle Marie-Aude et que ce soit une fille l'intendante. Donc elle est venue pour un autre rôle et j'ai adapté un autre personnage plus gros pour elle. D'accord. Euh, et Grégoire, en fait, il m'a dit, j'ai lu le premier dialogue qui était je comprends rien.
Et il m'a dit, j'ai adoré. Enfin voilà, je suis rentré au bout de 5 pages, je savais que je voulais le faire. Voilà. Ça a été d'une rapidité totale avec Grégoire. Mais c'était une proposition ferme. Et là aussi, il y a pas de. Pour moi, Grégoire, c'est le mec qui joue le mieux les bas du front en France. Il n'y a pas mieux que lui. Les mecs un peu bas du front, il est trop fort sur ça. Et donc j'ai ce rapport. Et il aime beaucoup le sport, donc c'était assez évident pour lui. Grégoire Ludig, qui s'est souvent en plus moqué du monde du sport dans plusieurs de ses sketchs avec le Palmacho, est-ce que c'était une source d'inspiration aussi pour ce film? Bah, le Palmacho, c'est moins ma génération, mais j'ai toujours bien aimé leur film. Mais par exemple, Very Bad Blags et tout, je suis passé complètement à côté, parce que moi, je pense que je suis trop vieux. Et non, mais je l'ai toujours trouvé très fort dans les films, enfin, dans Au Poste, etc. Et David Marsay dans Loulou. Enfin, vraiment, je trouve que c'est des super acteurs. Non, le Palmacho, enfin, moi, c'est plus les inconnus, ma génération. Oui, bah. Si on... Effectivement, le sketch avec le sport, avec l'athlétisme, avec les commentateurs, on y pense forcément. C'est plus. Enfin, bon, de toute façon, il y a une lignée, hein, comme ça, le Palmacho, Oui. les inconnus. Mais ce qui infuse le plus chez moi, c'est quand même des trucs un peu plus vieux, quoi, je crois. Oui, bah, Ouais. du coup, les sketchs du Palmacho, mais aussi ceux donc des inconnus, ils étaient aussi souvent assez cyniques et reflétaient particulièrement bien la société française. Et cette veine-là, on la sent dans votre film. J'ai ressenti que tous les rapports que la société française entretient avec le sport, que ce soit dans les médias, dans le mépris qu'en ont les classes politiques ou encore dans notre mentalité de perdant, pouvez-vous nous parler de cette volonté de dépasser la simple comédie? Et on l'entend déjà depuis tout à l'heure, puisque vous parlez quand même de post-colonialisme, par exemple. Vous avez parlé de ce personnage de Benjamin Voisin aussi, très atypique, voilà. Alors, disons que le truc, c'est que moi, j'avais à cœur de faire un film avec un vernis très idiot, avec une comédie dans la veine un peu des Charlots ou des films de Jean-Yann, etc. Donc, assez outrancier. Ok. Mais dessous, j'estime, bon, j'ai envie d'avoir un propos qui est le mien. Et ce qui renvoie aussi à une forme d'absurde, c'est cette absurdité de la compétition, qui est quand même le corollaire de énormément de problématiques aujourd'hui. Ce rapport à la nation, ce rapport au chauvinisme, le fait qu'en France, on est à la fois mauvais gagnant et mauvais perdant, ce qui est quand même assez ouf. Et voilà, et puis j'ai l'impression que c'est assez intéressant, mais il y a un truc qu'on appelle le French flair en rugby. Et c'est la définition de Serge Blanco, je la trouve magnifique, je pense qu'elle résume tout. Il dit le French flair, c'est de la lâcheté. C'est quand tout est perdu qu'on devient fort. Tout d'un coup, on n'a plus peur de perdre, alors on devient incroyable. Et je trouve que c'est ça notre gloire à nous, aux Français. C'est à ce moment-là qu'on touche au sublime dans le sport, en général. Vous voyez l'image de Gay au 4x400 qui remonte tout le monde. Ça, c'est l'air pur. Et ça, c'est magnifique. Et moi, le film, c'est une déclaration d'amour à ça. Maintenant, parce que moi, je suis un amoureux de l'olympisme, des jeux et du jeu en général. Mais je veux dire, j'ai envie que le film soit une satire pure justement de tous ces gens qui ne voient dans le sport que ce qui affleure, que ce qui est que Nice-Na pour le foot, que les joueuses du PSG quand elles se foutent sur la gueule, enfin, ou quand elles organisent des guet-apens, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de terrible parce que les Américains, on peut en penser ce qu'on veut, et je veux dire, moi j'en suis revenu, j'étais vraiment un fan de sport américain absolu, et je trouve que c'est vraiment une machine à broyer. Mais au moins ils sont cohérents avec leur truc, c'est la gagne. Il n'y a que ça qui les intéresse. C'est pas premier, t'es dernier. Nous, on est flottant et puis on picore, quoi. Et ça, je trouve ça terrible. Et je voulais traduire ça aussi avec le personnage de Paul. Je voulais me dire, ce mec-là, c'est un Mozart, il peut faire 600, il peut faire le geste parfait du sport, mais ça peut se gripper justement parce que tout d'un coup, on va lui insuffler dans la tête des conneries de dernier espoir, de feuilles de route ministérielle, etc. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Tout ça, c'est même ce propos-là que vous avez, c'est ce que disait même Gilles Simon dans son livre sur le tennis, là, le sport qui rend fou, avec la Fédération française de battre. J'ai pas lu, mais c'est l'inspiration du tennisman, Gilles Simon, qui dit toute l'année, la balle elle a du kick et là, elle a pas de kick. Mais la balle, c'est la même pour tous les joueurs, Gilles. Super joueur. Par ailleurs, super joueur.
quand Bah, même. je vous invite à aller le découvrir, le livre, très très Ah très ouais, bon je l'ai et pas lu. très très fort. Mais c'est sûr, et puis une comédie de toute façon c'est jamais gratuite. En tout cas, les meilleures comédies sont celles qui ne sont pas gratuites, juste qui ne sont pas juste là pour faire rire. Et votre film rentre dans cette catégorie de comédie qui a aussi un fond derrière, et ça je trouve ça très très cool. Ça me fait très plaisir, comme j'ai fait un film quand même assez particulier, ça me fait plaisir quand il est bien et quand il est reçu. Hmm. Donc par exemple, le fait que la presse l'ait bien reçu m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, ah ok, bon, ça a été pigé, quoi. Ouais. Ah, c'est-à-dire qu'ils sont passés un peu par-dessus le côté comédie d'idiotie d'enfants de 8 ans, quoi. Et ils ont chopé l'aspect satirique. Parce que quand je vous entends parler, est-ce que vous aviez des influences aussi d'autres films? Parce que là, sur ce que vous dites, un film idiot d'enfant de 8 ans, je veux dire, à l'humour à enfant de 8 ans, ça me fait penser aussi à Idiocratie, qui est premier degré comme ça. Ah, complètement. Enfin, ça fait partie des. D'ailleurs, il y avait tout un aspect visuel de Idiocratie qu'on a essayé de récupérer Ouais. avec beaucoup de pictos, de logos, etc. Alors après, on se heurte à une forme de problématique et l'argent en cinéma qui est centrale. Mais je voulais au début des joggings avec 25, enfin avec que le logo, quoi. Ouais. Du logo dans toutes les couleurs. Bon, ça nous aurait créé. Oui, oui. Idiocratie fait partie de mes. Alors, il y a plusieurs films comme ça. Napoleon Dynamite, Ouais. Idiocratie. Ricky Bobby, roi du circuit, et chez les Français, des films de Benoît Forjard comme Gaz de France, Ok. Orange Sanguine. Voilà, c'est un peu ça. Et bon, mon film préféré, on va dire mon film raté préféré de toute l'histoire, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est Jackie au Royaume des filles Hmm. de Riyad Satouf. Pour moi, ce film est mal aimé. Je crois que ça lui a donné envie d'arrêter de faire des films à Riyad Satouf. Et ce film est pour moi un pur chef-d'œuvre. C'est une gloire, ce film. Et vous parlez de la problématique de l'argent. Est-ce qu'on a moyen d'avoir un ordre d'idée, une fourchette de combien ça a coûté? 2 millions d'euros, Ok. Ouais. Ouais, ouais. 2 millions d'euros, ouais. Donc c'est une fourchette basse de film en annexe 3. C'est pas non plus un film fauché. Ouais. En même temps, ça se voit que c'est pas un film fauché. Enfin, je veux dire, le casting, etc. C'est pas un film fait sur le vif. Oui, On oui. était obligé de créer un univers un peu. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est on était un peu le PES des Jeux Olympiques, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait pas avoir les licences, quoi. Et alors, c'était exactement ma question suivante, puisque votre film se Cool. base sur les JO, mais vous disposez pas des réelles licences des jeux. Est-ce que vous avez tenté à un moment de la production de les avoir, ou est-ce que c'était trop compliqué? Au-delà du fait que c'est trop compliqué, ça m'intéressait pas. Je voulais faire un Parce film que faux, moi, je me doutais aussi. un film factice. Par exemple, je sais pas si vous avez vu le film de l'Eurovision officiel avec Will Ouais, Ferrell. ouais, Ah, en fait, le film est assez drôle, sauf quand il redevient un film de l'Eurovision. ouais. Là, il perd en poésie, en tout. Et je pense qu'être le film officiel des Jeux, enfin, avoir l'imagerie officielle des Jeux n'avait pas de sens. De toute façon, je parle pas des Jeux. Je veux dire, je parle de jeux en général, mais je parle pas des Jeux de Paris. Je me sers de l'univers. Enfin, les problématiques que traversent les JO de 2024, c'est les mêmes que ceux de Rio. C'est les mêmes que ceux de Tokyo, encore pire avec le Covid. C'est les mêmes que Londres. C'est les mêmes. Enfin, je veux dire, les JO, c'est systématiquement ça. Ouais, Donc, le film est plus, on va dire, générique au sens à l'anglaise, quoi. ouais. C'est une type de JO. Vous Une parlez autre de. recommandation, pardon, c'est la série The Games, australienne, une série australienne que je recommande. Ok, Assez ok, peu je connais connue, pas. c'est sur la préparation des JO de Sydney. Ok. C'est comédie de bureau à l'Asie Office. D'accord, ok, notez alors. Mais vous avez parlé aussi de Will Ferrell, on en a parlé aussi avec Ricky Bobby, et là donc Eurovision sans conteste. Mais lui aussi, il a fait un film sur les Jeux Olympiques où il avait pas de licence, et c'était très bien, Les Rois du Patin. Ouais, ils font les Jeux World Championship of Ice Skating, enfin un truc comme ça. Ouais. Enfin, moi, les Rois du Patin fait aussi partie des références. Je le trouve moins piquant Que Ricky Bobby. Anchorman ou Ricky Ouais. Bobby, ouais. Je trouve que le film est moins. Alors j'aime beaucoup, mais je le trouve plus sage à un endroit. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est moins politique le film. Alors que dans Anchorman et même dans Anchorman 2, il y a une dimension politique très très forte. Mhm. Enfin moi je suis un fan absolu de Will Ferrell. Voilà, je crois avoir vu toutes ces grosses comédies avec Adam McKay, tout ce qu'il a pu faire par ailleurs dans ses apparitions dans Eastbound and Down, qui est une de mes séries préférées. Ouais.
Et, et voilà. Et c'est très étrange pour moi de me rendre compte qu'en fait, il fait pas partie de l'imaginaire aujourd'hui des jeunes de 20 ans en France, quoi. Il est pas Mm. du tout sur la map des gens, quoi. C'est très, oui, c'est une référence très américaine, Will Ferrell, hein. Niche, même aux États-Unis, il est un peu considéré comme un acteur pas mainstream parce qu'il a toujours été, on va dire, reconnu. Mm. En fait, il y a aussi ce rapport à la comédie qui est très différent aux États-Unis en France, quoi. Moi, c'est un acteur effectivement que j'adore et je pense comme vous, j'ai vu une majeure partie de ses films. Gros cœur sur Very Bad Cops, mon préf. Ouais, bah oui, The Other Guys, ouais. Beaucoup plus, je pense beaucoup plus accessible comme film, The Other Guys, mais extrêmement bien réalisé. Mm. Il y a un truc bah, c'est une vraie grosse production, je crois. Ouais. Oui, écoute, oui. C'est un gros film produit par Un Sony, vrai tout gros ça. film, quoi. Ouais. Déjà, il y a Dwayne Johnson, The Rock dedans, donc Ouais. Mais je veux dire, pour moi, ça, ça- pour moi, ça veut dire que c'est un film où il y a de l'argent. Voilà. mais c'était pas le The Rock quand il était au plus haut de sa hype non plus. Donc c'était un petit peu avant, je pense. Pour moi, The Rock, alors moi je suis un gros fan de catch, donc The Rock, pour moi, il est en hype depuis Non, 1988. Et bien ça évidemment. Bien Mais, évidemment. oui. Ah, il avait pas encore fait. Il avait quand même fait. Il avait fait Fast and Furious, le 5. Et puis, non, mais après, c'est vrai que The Rock, je le trouve très fort, mais il n'y a pas un film comme ça où je sors, où je me dis, il a fait le Roi Scorpion, mais c'était naze, non? Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu. Le Retour de la momie, où il faisait déjà le Roi Scorpion aussi. T'es pas dingo. Moi j'adore le Retour de la momie. Donc, Ouais. En vrai, non, mais je sais pas. Il a fait quoi? Il a fait le Il a film fait- San Andreas aussi. Ça avait Oh. pas beaucoup de sens. il y a un film où il est très bon, c'est Be Cool. Je sais pas Ah si oui, vous l'avez vu. ouais. Où il a son rôle est assez sympa, je trouve, dans ce film. Ou Il a No fait Pain, le film de No Pain, Michael No Bay, Gain. No Pain, No Ouais. Gain. Il est No bien Pain, No dedans. Gain. J'aime pas trop ce film, moi. Ah. Non, j'aime bien Michael Bay d'avant, en fait, Armageddon, tout ça. Ah, Rock, Michael Bay Rock. J'ai revu Rock, là. Il passait sur W9. Je Ouais. l'ai revu, et franchement, ce scénario, c'est pépite quand même. Ah, mais- Sur l'enfermement, le double enfermement au carré, c'est-à-dire on fait rentrer un mec qui est déjà sorti d'Alcatraz parce que des gens c'est incroyable, le scénario est fou. Et la réal, bah, tous les plans ont l'air de coûter le prix d'un film français, donc c'est quand même chouette. Voilà. Et il y a Sean Connery juste dans le film. Ouais. Bon, franchement, la prochaine fois que vous venez à Montpellier, vous nous le dites parce qu'on va faire un épisode. Nous, on fait des épisodes de cinéphiliques de temps en temps où on parle de plein de Je suis films et chaud. tout. Et là, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Ah bah, moi je suis grave chaud. Alors j'ai une petite maison, enfin mes grands-parents ont une maison dans le Gers, je peux faire la route, hein. Je peux faire la route pour venir vous voir. Bah ouais, bah, avec plaisir, En plus, pour Je parler de bois un ciné café et avec tout. Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de Chien de la Casse, donc j'irai le voir. Bah oui, mais d'ailleurs, notre dernier invité de cinéphilique, c'était Jean-Baptiste Durand. Donc, Bah, c'est voilà. grave chaud et lui super. Bah voilà, un grand premier film français. Mais mais le vôtre aussi est vraiment très bien. Faut pas se comparer. Non, faut pas se comparer, mais je me compare quand même. Bah alors votre film il est également très critique envers les Jeux Olympiques ou du moins ce que sont devenus cet événement. Est-ce que vous pensez que les JO ont perdu cet esprit Coubertin? En vrai, je crois pas qu'il l'ait perdu. Il y a quand même des JO en 36 avec des saluts hitlériens, donc Ouais. on part de loin, hein. Ça a toujours été non, mais ça a toujours été comment dire, une dimension politique parfois scandaleuse, parfois même indigne. Donc non, je pense que je crois pas. Je crois que c'est par fulgurance que les JO retrouvent l'esprit Coubertin, retrouvent l'esprit olympique. J'ai le souvenir de Liu Qian à Pékin en 2008 qui est blessé au tendon d'Achille, Ouais, qui était la méga star du 110 mètres haies. 110 mètres haies, exactement. Et ce mec-là peut pas courir parce que là le risque c'est de finir sa carrière sur une course, quoi. Et il descend, il y va quand même, et en fait on sent tout le poids du régime communiste chinois sur lui. Et j'arrive même plus à me souvenir s'il court ou pas. Mais quoi qu'il en soit, dans son attitude, il y a quelque chose de tellement tragique. Et là, dans ça, même si c'est sale ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose de l'esprit de l'esprit Coubertin. Donc en fait, c'est vénéneux quand même l'esprit Coubertin. C'est pas l'important, c'est de participer. Mais bon, quand on est blessé gravement, il faut pas participer, il faut renoncer. Et
Et donc, le film, il est aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est pas du tout un film qui dit oh c'est cool de participer. C'est un film qui dit faut faire les choses pour, on va dire, la beauté du sport, la beauté du jeu. Il faut savoir renoncer, il faut savoir se saboter. Et là, on a parlé de quelques images des Jeux, celle donc de Sydney, celle de Pékin ici. C'est quoi votre image qui vous a le plus marqué des Jeux Olympiques? Moi, c'est le 200 mètres de Michael Johnson à Atlanta en Ok. 96. C'était en plein été. C'était des négociations tous les soirs pour regarder les Jeux parce que c'était à 4 heures du matin. Donc, on n'avait pas réussi à regarder le 100 mètres avec mon frère. Ma mère, elle nous disait qu'on avait des têtes de déterré, que c'était pas possible, que c'était l'été, que c'était fait pour se reposer et tout ça. Et on négocie ça, on arrive à regarder, pas à regarder cette demi-finale. Et là, 19-32, et Patrick Montel qui dit c'est un extraterrestre. Et en fait, ouais, c'est exactement mon ressenti. C'est que je vois un truc qui est au-delà du réel, quoi. Je vois quelque chose que. Et je pensais jamais que ce record serait battu. Je pensais jamais que Hmm. quelqu'un pouvait le battre. Bolt, il passe sous les 19. Ouais. C'est genre. Et chez Michael Johnson, en plus, moi, j'étais un gros fan de sport américain. Enfin, moi, il faut quand même s'imaginer qu'avec mon frère, on passait notre temps à mimer des dunks sur les portes. Enfin, Ouais, ouais. vraiment, on était des Afro-Américains, quoi. Et alors qu'on était deux petits blancs du Pays Basque, qu'on ressemblait à rien. Et ouais, moi, j'étais Clyde Drexler, tu vois, je faisais des trucs, n'importe quoi. Enfin, je sais pas, mon père, il devait être tellement blasé d'avoir deux fils comme ça. Et, et là, là, c'est l'ultime, quoi. C'est les JO, Atlanta, Coca-Cola, il y a des marques partout, machin. Et Michael Johnson, qui devait être chargé comme une mule, hein, je pense. C'est important, mais en plus, il avait cette manière, je sais pas si vous voyez comment il court, mais il a une manière très particulière de courir. Il a des jambes qui tournent parfaitement régulières et Hmm. il fait des tout petits mouvements de bras Hmm. comme un T-Rex. Et c'est magnifique. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un coup de tonnerre dans la nuit. Et ça, pour moi, c'est mon plus grand souvenir des Jeux. Bon, 200 mètres de Michael Johnson à Atlanta. c'est bien raconté. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Patrick Montel, du coup, qui fait une Ouais. apparition dans votre film. Comment ça s'est fait, ça? Eh ben, on l'a contacté. Pour moi, Patrick Montel, c'est la voix des Jeux. C'est-à-dire que quand je l'ai entendu, j'ai pleuré qu'une fois sur tout le tournage de tout le truc. C'est quand je l'ai entendu lire le texte de mon film. Tout d'un coup, ça m'a fait une Madeleine de Proust très très forte, quoi. Je me suis dit, waouh, il est en train de raconter l'histoire des Jeux de mon film avec sa voix à lui qui est quand même incroyable. Et voilà, très sympa, il est venu en post-synchro une journée, il était ravi d'être là, et je crois que le film lui a plu, voilà. Bon, bah, Mais très cool. ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que comme il travaille plus à France Télé, c'est plus simple. Ouais. Bah oui, il Voilà. y a moins de problèmes de s'il s'engage sur un Exactement. truc et voilà, qui en Oui, oui, il plus. est libre. Ouais, ouais. Il est libre. Votre long métrage, c'est un film de sport sans finalement tant de sport que ça. Ce qui vous intéresse le plus aussi, ce sont les à côté. Et dans ces à côté, il y a notamment le village olympique montré comme un réel lieu où le sexe est roi. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place du sexe dans votre film? Ah bah c'est central, c'est-à-dire que le film est un film de prépubère. C'est-à-dire que le personnage n'a même pas atteint la puberté. Il a Hmm. 30 ans, mais il est bloqué à l'âge de 8-9 ans. Et il est confronté à une espèce de monde adolescent très hormonal où ça baisse dans tous les sens, ça baisse de manière babélienne même, c'est-à-dire qu'on est dans toutes les langues, etc. Et il y a notamment une scène de couloir où il y Ouais. a vraiment une espèce d'orgie. Et là, moi, mon imagerie, c'était plus Suspiria que les films de Will Ferrell. Non, mais le sexe est central parce que le sexe est aussi perverti par la performance dans la vie, quoi. Donc je trouvais intéressant de donner cette espèce de tableau des médailles via les capotes, via les pins. Ouais. Euh, le fait qu'il recompte plusieurs fois sa propre boîte de préservatifs alors qu'il sait très bien qu'il en a utilisé aucun. Voilà, il y avait un truc comme ça. C'est une thématique qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours aimé travailler sur ça. Pour raconter mon dossier d'entrée à la Fémis, le fameux dossier d'enquête de la Fémis, Mhm. pour ceux qui l'ont fait. Ouais, oui. Euh, Là, ici, Ah oui, eh oui. c'était sur la virginité tardive.
C'était un livre dont vous êtes le héros sur la virginité tardive. D'accord. Donc, donc voilà, c'est une thématique qui m'a toujours intéressé. Parce que autant le motif de la Vierge est assez référencé esthétiquement, mythologiquement, etc., autant le motif du puceau est, est assez étonnant, quoi. Que préservent les puceaux, c'est ça, les garçons. Et ça m'a toujours intéressé, pour une raison qui m'échappe, mais voilà. Et, et voilà. Et donc, de fait, lâcher ce personnage puceau bloqué à l'âge de 8 ans dans ce bésodrome. Dans cette jungle. Les bronzés, quoi, aussi. Ouais. Faut pas oublier que un des films aussi qui, je crois, ressemble en creux, c'est Les Bronzés. Parce qu'il y a un truc Club Med, etc. Ouais, de vacances, quoi. Exactement. Exactement. Parlons, Et de ce qu'on parle. Parlons un petit peu de la mise en scène de votre film aussi. C'est souvent un aspect dont on parle pas dans la comédie, ce qui est dommage, d'autant plus quand elle a de la personnalité comme dans votre film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos choix de cadrage, de lumière et même voilà, de montage sur cette séquence, par exemple d'orgie aussi Alors, moi, l'idée, c'est d'avoir une caméra très, comment dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais sachante. C'est-à-dire, c'est une caméra qui a très à voir avec le point de vue du personnage. Donc, qui est dans la pulsion scopique, beaucoup. On est beaucoup dans le regard de Paul quand il tire, mais on est aussi beaucoup dans son regard quand il est perdu, etc. Finalement, la mise en scène, c'est quand même une articulation du point de vue, plus que... Je vois souvent des gens qui parlent de mise en scène et qui parlent de mouvement de caméra, par exemple. Ça n'a pas de rapport en réalité. J'ai pas vu Challengers, mais apparemment, on est dans la balle parfois. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez intéressant à analyser derrière tout ça. Mais moi, c'est une mise en scène que j'applique aussi dans Parlement, quelque chose qui a à voir avec le burlesque, donc une forme de célérité des mouvements de caméra, mais quelque chose de très cadré, de très fixe. Si les mouvements de caméra doivent être très mécaniques, presque du cadrage, ce qu'on appelle le cadrage à la manivelle, qui est hérité du Nouvel Hollywood. Donc on a pu développer ça notamment dans les séquences de chambre, parce que c'était du studio. Oui. Plus compliqué après en décor naturel. Donc dans le Club France, il y a des choses dont je suis moins heureux. Par exemple, je parle juste de filmage. Hein. Oui. J'aurais aimé plus de latéralité, plus de profil, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très rigoureux et qui est censé aussi cloisonner beaucoup l'espace, faire comprendre l'espace. Oui, mais même avec ces miroirs, moi j'ai pensé à beaucoup, du coup, à du Jacques Tati finalement aussi dans ce personnage. Alors là, merci. C'est vraiment pour moi le plus grand metteur en scène français. Je pense qu'il n'y a pas mieux que Playtime en termes de mise en scène. J'y ai pensé, en tout cas, j'y ai pensé, à Pierre Etex aussi. Ouais. Mais, c'est mon parrain, donc c'est bien que vous y ayez pensé. Ah, non, c'est vrai? C'était mon parrain, oui. C'était incroyable. Moi, comment ça s'appelle son film de clown? Yo-Yo? Yo-Yo, waouh. Ça, c'est des films que j'ai découverts quand j'étais à Paris 3. Pour moi, Pierre Etex et Jacques Tati, c'est voilà. Pierre Etex, Jacques Tati, les Simpsons, moi, je peux tout. Voilà. Je mixe tout ça et c'est bon. Il y a un petit peu de Will Ferrell aussi. Évidemment du Will Ferrell, mais ce serait plus dans l'incarnation. Ouais. Et vraiment dans la mise en scène, il y a quelque chose de cet ordre-là que ponctuellement on peut retrouver dans le Parlement. Hein. Je pense, dans la mesure du possible, j'ai essayé de garder dans le Parlement ce qui me plaît le plus. Mais et puis ça s'y prêtait. Oui, donc il y a ce truc un peu. C'est marrant parce que j'ai un ancien prof de mon BTS audiovisuel à Bayonne qui après avoir un film, il m'a dit mais c'est marrant parce qu'il y a un truc un peu asiatique aussi. Mais asiatique au zoo, c'est-à-dire on est assez bas, on est beaucoup latéral, etc. Et je sais pas, ça pour le coup, j'y pense jamais. C'est pas du tout quelque chose enfin, c'est un cinéma que j'apprécie, mais vraiment c'est tellement éloigné en termes d'univers que en termes de filmage, j'y pense pas. Mais voilà, je suis beaucoup guidé par la pulsion scopique moi et par l'œil du personnage. Donc ces espèces de vues par-dessus l'épaule, etc. J'en fais souvent. Ouais. Voilà. Ok. Bon c'est bien, on y voit un peu plus clair sur ça. Ouais. Esthétique, après la forme, on va dire la direction artistique, il y avait tout ce travail sur singer l'imagerie des jeux, le côté enfantin et le côté on va dire le film est
il y a énormément de motifs circulaires dans le film pour contrecarrer la raideur du perso. Ok. Lui, c'est une espèce de pic comme ça, d'aiguille. Et nous, autour, on a des boules, des capotes, des cibles, voilà. Il évolue enfin, c'est une aiguille dans un monde de ballons, quoi, pour faire Bon, bah, simple. à revoir le film du coup avec maintenant avec cette thématique là, avec ce côté là. C'est hyper idiot, mais c'est assez travaillé. Bah, mais j'imagine, et puis ça aide aussi à cadrer vous, votre façon dont vous allez aussi faire votre film. Ça, je pense que ça rassure aussi beaucoup d'avoir ces éléments là. L'Esprit Mais Coubertin. c'est marrant parce que je pense que les gens se disent que c'est fait par-dessus la jambe, les films. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, les comédies notamment. Ouais. Les gens qui trouvent que Les Beaux Gosses, c'est mal mis en scène, par exemple. Alors que Les Beaux Gosses, c'est incroyable en mise en scène. Au contraire. Ben oui, non, mais je suis d'accord avec vous de toute façon sur ça. Aussi sur ce truc-là où les gens pensent que la mise en scène, c'est les mouvements de caméra. Et en fait, il suffit de regarder Mindhunter pour se dire, bon, ok, en fait, non, avec des champs contre champs, on peut faire de la très très grande mise en scène. L'Esprit Coubertin, c'est un film assez court, 1h18. Est-ce que c'est la durée d'une bonne comédie? Ouais, je suis assez d'accord avec la phrase de Lubitsch qui dit qu'à partir d'1h20, d'1h30, toutes les minutes comptent double en comédie. Nous, en fait, on avait un ours assez court. Hein. L'ours, c'est la première version de montage, faisait 1h30. Donc, on l'a dressé, mais le scénario était pas très long. Il faisait 97 pages. Et puis, il y avait beaucoup de didascalie physique. Donc, en fait, on peut raconter en 10 lignes quelque chose. Et puis, typiquement, la scène où il essaie d'ouvrir sa porte, c'était tout détaillé. Et en fait, ça dure 5 secondes, quoi. C'est vrai. Judas Pato, en tout cas, il suit pas forcément Lubitsch. Hein. Je trouve que, enfin, moi, je suis évidemment très très fan de Judas Pato, mais je comprends pas la durée de This Is 40, par exemple. Je trouve que, et même les films d'Adam McKay, plus ils s'allongent, Ricky Bobby, la version Director's Cut, elle dure 2h20, je crois. Ah ouais. Barlow, c'est un film sur le NASCAR. Il y a un aspect sketch SNL qui s'installe, alors que, enfin, je sais pas. Après, je suis pas non plus dans l'idée de Dupieux qui, je trouve, réduit presque à trop court ces films, quoi. C'est-à-dire que moi, Yannick, je suis un peu so what à la fin. Je me dis, ok, mais... moi, je trouve que Yannick, c'est pas le pire dans ce côté-là. Je trouve qu'au contraire, pour une fois, je trouvais qu'il y avait un peu une finalité là-dedans, mais... Alors, disons que le twist, mais on va dire l'émotion qui naît à la fin me paraît dans la bonne temporalité. Mais je trouve que le film est... je suis pas très très fan du film. Je suis assez fan de Dupieux, mais je suis pas très très fan du film. Moi, mon Dupieux préféré, c'est Réalité, que je trouve incroyable. Et je trouve extrêmement sous-coté, parce qu'en fait... Mais vous aimez bien John Heder. Exactement. En fait, à la fin, c'est vrai que c'est un peu le point commun. Enfin, moi, Napoleon Dynamite, ouais, je trouve que c'est un film extraordinaire. Enfin, je suis très étonné que ce film soit pas au panthéon des comédies totales, quoi. Je trouve incroyable ce film. Une beauté totale, quoi. Et rien à voir, j'ai lu qu'à la base, vous vouliez dédier ce film à Laure Manodou. Pourquoi vous l'avez pas fait au final? Alors, je l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça passe pour une moquerie. Et je veux pas être... C'est vraiment le truc que je déteste le plus. Et en fait, non, mais c'est son histoire en 2007 au championnat du monde de natation, où elle est prise dans un triangle amoureux alors qu'elle a 18 balais et en fait, elle a plus envie de nager parce qu'elle est amoureuse. Et je trouvais que ça faisait un joli écho au personnage de Paul, qui n'a plus envie de compétiter parce qu'il est pris dans son... tout d'un coup, on va dire, il a une émotion pour la première fois, il a un sentiment pour la première fois. Et elle avait quelque chose comme ça, c'est une machine à nager, et puis tout d'un coup, voilà, elle a eu un sentiment amoureux fort. Et je trouvais ça joli, puis après je me suis dit, les gens vont ricaner. Ils vont voir Alain Manodou, ils vont rigoler dans la salle, et c'est pas le but, quoi. Ouais. Et vous avez essayé de lui envoyer le film ou quoi, ou de l'inviter à voir le film? Non, je la connais pas, et voilà, et puis j'ai peur, qu'elle aussi elle se dise pourquoi on m'envoie ça, qu'elle puisse le prendre mal. En fait, je sais pas du tout le niveau d'humour et de connaissance de Will Ferrell des gens, donc j'évite. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet après l'Esprit Coubertin? Ouais, je travaille sur un film sur un régleur de cascade et il faut que j'aille voir Fall Guy un peu. Ah ouais.
Ah ouais, ouais. Bon, Ce sera très différent, évidemment. oui, Mais il faut que j'aille le voir, le film. Mais j'ai du mal à aller au cinéma, en fait, là. J'ai un peu le spleen de la semaine de sortie et de l'accueil. Et donc, j'ai du mal à me bouger. Là. Je vais voir France de Bruno Dumont sur MyCanal. ok. D'accord. Bah, ça tombe mal, puisque normalement, notre dernière question, c'est quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? Alors, la dernière question. Donc, le dernier film qui m'a marqué. Alors, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est. euh, Ça va être la honte, hein, mais c'est La Bête de Bonello. Ok. Donc, c'est un film que j'ai trouvé incroyable. Ouais. Enfin, moi, je suis un très, très gros fan de Bonello et j'ai l'habitude de dire que quand il rate ses films, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il les rate pas à moitié. Et quand il est réussi, c'est le meilleur. Voilà. Et là, La Bête, j'ai été mais sidéré par ce film. Je trouve que c'est un film incroyable. Vraiment incroyable. Et donc, je recommande à tout le monde de voir ce film. Et il aurait fallu le voir en salle. Pour Bah, moi, c'est comme Pacifiction, c'est des films qu'il faut aller voir en salle. Il faut s'imposer le fait d'être dans la salle, sinon ça marche pas. ok. Et à la télé, ben non, j'ai regardé Fiasco, de la série Ouais. Fiasco. Il y a eu du bon et du moins bon, mais j'ai rigolé quand même. Ok. J'ai rigolé. Bon, Voilà, bah, mais Fiasco du coup sur Netflix et La Bête, oui, effectivement à rattraper si vous l'avez pas vu, effectivement c'est à, vraiment très très bon. à rattraper, je pense que là c'est mort, Ouais. non, non, ouais, non, je réfléchis. Oui, Non, mais parce que il faut vraiment le voir en salle pour vous. Oui, bah oui, parce que je pense que c'est quand même un slow burn. Déjà, les 20 premières minutes sont dures, je trouve, à accrocher. Et ça commence par un long plan séquence. Ouais. Puis faut accepter quand même cette espèce d'univers très particulier. Mais quand le film attrape. Et puis alors moi, alors j'ai une passion pour Léa Seydoux comme actrice. Mais là, je l'ai trouvée mais sidérante, vraiment. Je trouve que ouais, je trouve que c'est un très grand film moderne en fait. Et qui parle de l'époque comme peu de films parviennent à le faire. Voilà. Et j'ai un peu. Ah, pardon, c'est Bis Repetita, le dernier film que j'ai vu. Mais bon, là, je suis un peu de parti pris. C'est tous mes amis. Donc voilà. Enfin, donc allez voir Bis Repetita aussi. C'est magnifique. La deuxième partie de Bis Repetita est sublime. Ok. Voilà. J'avais juste une petite question bonus quand même. En juillet prochain, donc débutent les JO de Paris. Est-ce que vous allez les regarder et quel regard vous portez sur l'événement? Alors je vais les regarder, je vais les buter. Je vais tout regarder. Moi, je suis méga fan des jeux. Donc même ma fille qui a 3 ans sera autorisée à regarder la télé pour la première fois pendant les jeux. Et ben moi, je vais pas bouder mon plaisir. C'est tous les siècles dans ton pays. J'ai pris des places pour la lutte, le tir à l'arc. Je vais tout faire. Je vais essayer de tout faire. Bon. Et je crois que j'ai même un plan avec le distributeur pour voir de la gymnastique. Ah ouais? Donc si je peux voir Simone Biles, par exemple, ça serait incroyable. Non, non, mais moi je suis hyper fan des jeux, hein, c'est pas une blague. Je, je vais essayer en tout cas de tout regarder, quoi. Enfin, Bon. essayer, je veux dire, je vais réussir, hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. D'allumer la télé, il suffit d'allumer la télé. Peut-être qu'au bout de 14 heures de badminton, j'en aurais marre, Non, on n'en a jamais marre pendant les Jeux Olympiques. non, et puis moi j'ai fait, pour la petite anecdote, j'étais opérateur ralenti pour la télé très longtemps et j'ai fait les JO de Rio à Canal. Donc j'ai Ok. fait des nuits entières de JO. Donc à repasser, à remonter des résumés, etc. Donc ouais, ouais, je suis habitué à beaucoup regarder les JO. Bon, Voilà. Bon, merci beaucoup. Franchement, c'est hyper chouette comme discussion et je viens à Montpellier quand vous voulez. ah bah oui, bah demain. Non, bah merci beaucoup en tout cas aussi à vous, Jérémy Saint. Votre film L'Esprit Coubertin est toujours en salle et on le recommande chaudement chez The Cinema Show, donc allez le découvrir. Et merci encore ouais, pour cet entretien, c'était vraiment super cool. Bon, cool. Can she be late for her cinema show? Cinema show.